Franck Gigon, qui est médecin expert en micronutrition et en phytothérapie, qui a été chargé d'enseignement au DUENA pendant plus de 10 ans, et comme médecin coordinateur de médecine préventive universitaire à Paris-Sorbonne également. Tu es auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, sur un sujet qui va intéresser plus d'un, je pense, longévité et pleine santé, mais également sur les plantes médicinales. Tu as accepté sur l'optimisation alimentaire, également sujet qui est passionnant, et puis tu es conférencier, tu fais des formations pour les professionnels de santé et également pour le grand public. Et tu as eu la gentillesse d'écrire dans la publication sur les solutions naturelles pour la prise en charge du stress. Donc on va parler un petit peu de ces sujets-là. Déjà, le stress, comment se manifeste-t-il dans nos organismes? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de ce phénomène et des réactions biologiques qu'il induit? Bien, déjà, merci de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors, le stress, depuis 2 décennies, a eu beaucoup de définitions. Mais peut-être qu'on peut résumer le stress avec une définition scientifique. Le stress, ce serait une cascade de réactions biologiques qui se passe dans notre organisme pour s'adapter à un contexte stressant, qui serait des contraintes d'ordre physique, psychique, voire social. Une contrainte physique, ça pourrait être un grizzly qui apparaît devant nous. Alors ça peut être aussi une hiérarchie un petit peu pressante, ça peut être aussi des employés un peu dissipés. Tout cela provoque un état de tension qui est perçu par ce qu'on appelle le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, qui, par la vision, va emmagasiner cette scène et va la traduire directement, assez rapidement, va la traduire par une traduction neurologique et hormonale, avec une stimulation au niveau d'un petit organe au-dessus des reins, qui s'appelle les glandes surrénales, et donc il va y avoir une libération des hormones dites de stress, que vous connaissez déjà, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, et à partir de là, il va y avoir aussi une libération de substrats énergétiques, donc le rapport avec l'énergie aujourd'hui est déjà fait. Les substrats énergétiques, dont en premier lieu le sucre, le glucose, et la libération évidemment d'adrénaline, ce qu'on appelle les catécholamines, va déclencher dans le corps des réactions physiologiques que vous connaissez déjà, accélération du cœur, accélération de la fréquence cardiaque, mais aussi une augmentation de l'acuité des possibilités au niveau cérébral. Alors on se demande, mais pourquoi le corps fait tout ça rapidement, de façon aiguë? Eh bien, c'est pour permettre une mise en mouvement rapide de notre organisme pour échapper à la menace réelle ou considérée comme telle, que serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un grizzly ou simplement des pensées négatives. En tout cas, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, on va transpirer. Et c'est là qu'on peut dire que l'homéostasie énergétique et cellulaire qui était bien installée et qui marchait bien va être rompue. Alors on peut peut-être rappeler le concept d'homéostasie. Oui, alors désolé, l'homéostasie, ça veut dire souvent l'équilibre cellulaire, énergétique, merci de me l'avoir indiqué, va être rompu en faveur de cet épisode aigu que constitue donc un stress aigu. Donc là, on fait la définition du stress aigu. Et donc, il va y avoir une consommation assez importante de substrats énergétiques, donc d'énergie à ce moment précis, mais tout cela, c'est pour se sortir de quelque chose qui est perçu comme une agression. On est en mode survie tout simplement. Et dès que le signal alarmant disparaît, évidemment tout revient à la normale dans le meilleur des mondes. Je dois dire que cette situation, elle est tout à fait physiologique, normale, et que ça fait partie de notre programmation. Mais, comment dire, il y a des scientifiques qui ont étudié ce stress aigu et qui ont remarqué que quand il était répété et qu'il était à petite dose, il était plutôt bénéfique pour la santé. En ce sens, le dispositif immunitaire en est boosté, par exemple.
On sait aussi que des petites doses de stress aigu rythmées de temps en temps permettent d'augmenter une résistance à un stress beaucoup plus grand. Alors tout ça, c'est connu des militaires, c'est connu des sportifs de haut niveau, mais c'est quelque chose qu'il faut remettre en avant, parce que le stress n'est pas nécessairement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de stress positif qu'on pourrait déclencher, sans jouer avec la santé, mais pour justement booster le système immunitaire? Alors, oui, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, déjà, moi, dans ma patientèle, j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont avoué alors plutôt jeunes, qui m'ont avoué qu'ils adoraient cette décharge d'adrénaline, parce qu'ils avaient compris que ça leur faisait performer déjà au niveau intellectuel. Il y a aussi, bien sûr... Est-ce que la pratique du sport en est Oui, la pratique du sport, plutôt les sports extrêmes, où on se met un petit peu en danger. Il y a beaucoup de sports extrêmes qui font l'actualité. Mais c'est vrai que les physiques qui se mettent dans cet état d'esprit vont augmenter leur performance physique, ça c'est sûr. Puis un troisième domaine, dont on ne pense pas forcément, où ça agit et ça exacerbe, c'est le plaisir. Il y a des personnes qui vont rechercher dans le plaisir un stress donc, qui va leur permettre de multiplier les effets. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une catégorie de la population plutôt jeune. Avec le temps, quand même, on s'en écarte un petit peu. Puis d'abord, c'est les gens, on va voir avec la question d'après, mais c'est quelque chose qui est physiologique de stress aigu, à petite dose, sympathiquement, de façon intermittente, mais on peut en abuser dans certaines dispositions pour l'activité intellectuelle, physique, voire le plaisir, mais pas plus que cela. On en abuse sous contrôle médical, c'est ça? Voilà, absolument. Alors comment, je ne sais pas si tu as répondu déjà à la question, mais comment tu vois cette relation stress-énergie, comment ça fonctionne? Alors, la relation avec le stress et l'énergie, elle se fait de façon plus prégnante quand on parle de stress durable. Quand le stress devient redondant ou durable, à ce moment-là, on va avoir une sursollicitation des hormones de stress, encore une fois l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol, qui vont épuiser d'ailleurs la glande surrénale à un certain moment, mais surtout aussi les substrats énergétiques qui sont sécrétés à ce moment-là pour qu'on ait plus d'énergie vont aussi être dérégulés. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle des neuromédiateurs que l'on fabrique dans le cerveau, vous connaissez déjà parce que ça circule, les noms, la sérotonine, la dopamine, vont être aussi perturbés. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer, puisque au bout d'un moment, il y a une phase de stabilisation, et puis ces neuromédiateurs décrochent. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des personnes qui vont avoir peut-être des troubles de l'humeur, peut-être des troubles intellectuels aussi. Et dans ce cortège de symptômes, on pourra avoir, par exemple, des gens qui vont avoir du mal à dormir, pour commencer à avoir du mal à dormir, des personnes qui vont avoir de l'irritabilité, de l'anxiété, parfois une déprime débutante, quasiment à chaque fois des troubles de la concentration et de la mémorisation. Donc, tout ce cortège de symptômes, c'est vraiment contemporain d'un stress chronique. Et ce qu'il faut rajouter, parce que c'est une constante que l'on remarque dans les études, c'est que c'est systématiquement associé à un risque cardiovasculaire accru. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, parce que quand on commence à combattre le stress chronique, on diminue de façon considérable le stress cardiovasculaire. Donc, vous avez tous connu dans votre entourage quelqu'un qui est peut-être mort d'une crise cardiaque parce qu'il travaillait trop et qu'il était en burn-out. Voilà, ça c'est un des éléments. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand ce niveau de stress, à la fois physique et psychique, est dépassé dans un milieu professionnel, eh bien, c'est l'épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out, qui a été excellemment décrit tout à l'heure. Et je suis totalement en résonance d'ailleurs avec votre lien sur le monde quantique. Voilà. Alors justement, Bénédicte nous a aidé à comprendre l'inconscient pour faire attention à préserver notre énergie. On va demander aux praticiens peut-être quelle hygiène alimentaire peut favoriser, ou nutritionnelle, peut favoriser cette réduction du stress. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, déjà il faudrait essayer de changer le mode de vie, mais bon, ça c'est soit difficile, soit impossible.
Mais au-delà de ça, Ça y est. On écoute, hein. Peut-être changer de métier, peut-être changer de ville. Vous voyez, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, pour rester raisonnable, on peut aussi imaginer qu'on puisse déjà aussi un petit peu mieux dormir, un petit peu mieux manger. Et dans ce cadre de l'alimentation, au-delà de tout doute, on a quand même des publications très importantes qui montrent qu'une complémentation alimentaire, ça c'est pas encore très bien connu du monde médical, parce que vous savez, dans le monde médical, on a deux armes de guérison massive, c'est les médicaments et la chirurgie. Et en dehors de cela, point de salut. Bon, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Les études montrent qu'effectivement, quand on utilise une complémentation alimentaire, notamment à base d'oméga 3, ce sont des graisses, ce sont des acides gras polyinsaturés, qui d'ailleurs s'insinuent en quelques mois dans toute membrane cellulaire. Alors, je rappelle qu'on est fait de à peu près 30 à 100 000 milliards de cellules. On oublie toujours le tissu interstitiel qu'on appelle la matrice extracellulaire qui maintient tout cela. Et tout ça pour vous dire que les oméga 3, on en a besoin de beaucoup, et notamment 30% du cerveau est constitué à peu près d'oméga 3, et pour une large part, la rétine également. Donc les oméga 3, ça peut faire l'objet d'une complémentation alimentaire. Nous avons aussi les vitamines du groupe B. Alors, les vitamines du groupe B, c'est fantastique parce que ça intervient dans le métabolisme énergétique, justement des neuromédiateurs au niveau du cerveau. Ça intervient dans le métabolisme énergétique de la détoxication hépatique. Donc, si vous avez un foie qui n'arrive pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous digérez, vous utilisez 80 à 90% de votre énergie avec les reins. C'est phénoménal. Donc, les vitamines groupe B vont aider à la métabolisation de la détoxication hépatique. Puis alors, évidemment, on a aussi les vitamines groupe B qui interviennent particulièrement dans ce qu'on appelle l'excitabilité neuromusculaire. D'ailleurs, vous savez que quand vous manquez de vitamines de groupe B ou même de magnésium, vous allez faire des spasmes, des fasciculations, des choses comme ça. Et donc là, c'est quand même un état de manque. Donc, il y a aussi la vitamine C, le zinc, et pour moi, la molécule reine, c'est un ingrédient en particulier que je prescris, je conseille quasiment à tous mes patients, c'est le magnésium. Alors je vais m'arrêter un instant sur le magnésium parce que c'est fantastique au niveau énergétique. Le magnésium est un cofacteur enzymatique. Alors peut-être que c'est du chinois pour vous, mais cofacteur enzymatique, ça veut dire que c'est un ingrédient qui participe à augmenter le rendement des réactions biochimiques qui se passent dans tout notre corps. Donc le magnésium intervient dans plus de 600 réactions biochimiques. D'accord ? Donc quand on manque de magnésium, on ne meurt pas. Et comme disait Bourvil dans le Cornio, ça va beaucoup moins bien marcher. Clairement. Et donc, l'avantage du magnésium, c'est qu'il n'est pas toxique. Le magnésium, il a plein de propriétés. C'est un antidépresseur naturel, c'est un anxiolytique naturel, c'est un myorelaxant qui décontracte les muscles. Il va apporter de l'énergie au niveau du cerveau, ça c'est sûr. Et il a des propriétés très importantes dans la gestion du stress. Il y a des études qui montrent que le magnésium est vraiment quelque chose, un élément important à apporter. Alors tous les sels de magnésium ne se valent pas. Il faut prendre un bon sel de magnésium. Un sel de magnésium qui soit biodisponible. Biodisponible, c'est-à-dire qu'il soit bien assimilé et bien, admis par les cellules. Alors, quels sont les sels de magnésium qu'on préconise nous en micronutrition? Bon, il y en a 3, je vous en donne 3. Il y a le bis-glycinate de magnésium, il y a le glycérophosphate de magnésium, et par exemple, il y a le citrate de magnésium. Systématiquement, quand vous avez quelqu'un de stressé, fatigué, légèrement déprimé, vous pouvez évidemment, sans prescription médicale, lui proposer une cure de magnésium avec un de ces 3 sels de magnésium. Vous verrez, vous aurez un résultat parfois dans les heures, parfois dans les jours qui suivent, relativement rapide. Donc pour moi, le magnésium, je suis un inconditionnel, vous avez compris, et je le recommande vivement, parce que ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, c'est en dehors d'une prescription médicale, et il n'y a pas d'interaction particulière avec d'autres médicaments. Je ne vous tromperai vraiment jamais en donnant un bon sel de magnésium. Alors, pourtant évoqué, on a vu avec une précédente invitée, Virginie, qui nous regarde peut-être à distance, comment elle avait vaincu son burn-out en explorant beaucoup de possibilités hors médecine traditionnelle.
Est-ce qu'on peut évoquer quelques-unes de ces thérapies psycho-énergétiques émergentes depuis une quinzaine d'années, je crois? Est-ce qu'il y en a une plus particulièrement qui peut être intéressante? Oui, il y en a plusieurs, mais on va parler d'une en particulier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, depuis ces 15-20 dernières années, il y a 3 domaines en sciences qui ont vraiment fait des progrès remarquables. C'est la science de l'épigénétique, qui a été mise à l'honneur par comment il s'appelle Joël de Ronet, merci. Joël de Ronet, avec un livre très très intéressant. Il y a le domaine de la plasticité neuronale, qu'on appelle aussi la neuroplasticité. Alors la neuroplasticité, je vais rappeler que c'est la capacité qu'ont les neurones de se connecter entre eux, de se déconnecter en fonction de vos actions physiques, mais aussi de vos pensées, par la répétition. Alors l'épigénétique, en 2 mots, c'est la génétique, c'est ce qu'on a hérité pour moitié de papa et de maman. On pensait que c'était gravé dans le marbre, au niveau de leur expression, mais pas du tout. En fait, à 98%, c'est contrôlé par des choses, par un environnement. Et donc on ne peut pas changer nos gènes, ça c'est sûr, mais par contre on peut les moduler. Et donc ça c'est un pavé dans la mare des médecins qui demandent souvent les antécédents médicaux. Ah, vous avez des antécédents médicaux de maladies cardiovasculaires, vous avez un fort risque de maladie cardiovasculaire. Ah, vous avez des parents et des grands-parents centenaires, donc vous avez un fort risque de devenir quelqu'un de centenaire. Mais tout ça est un petit peu remis en question avec l'épigénétique parce que vous avez des facteurs qui interagissent de l'extérieur sur vos gènes pour pouvoir les allumer ou les éteindre. Alors, le plaisir, donc ça c'est plutôt sympa, le plaisir interagit avec nos gènes. Il faut savoir que c'est relativement rapide, c'est en quelques heures à quelques semaines, d'accord? Donc ça c'est quand même assez sympa de le savoir. Il y a l'activité physique régulière, il y a le stress contenu, il y a l'aspect social, c'est-à-dire l'interaction que l'on fait aujourd'hui par exemple, très important, et puis bien évidemment une bonne alimentation. Donc nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est évidemment le stress et comment le gérer. Et donc il y a un 3e domaine dont je n'ai pas parlé, mais qui fait l'objet d'études dans toutes les universités de médecine du monde, c'est ce qu'on appelle le département de neuropsycho-immunologie. Donc en gros, ça part de la cafetière là-haut, et ça impacte la biologie. Alors, vous avez toujours entendu quelque part l'ulcère de stress, ou le cancer qui est déclenché par une forte émotion, tout ça on connaît très bien. Donc on connaît les impacts négatifs des émotions sur la santé. Et ce qu'il faudrait remettre à l'honneur, c'est que ça marche dans le sens aussi également. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez quelqu'un dans un état émotionnel plutôt stable, alors, par intermittence, parfois ça suffit, parce que quelqu'un qui a, je dirais, une individualité particulière, plutôt tristounette, etc., vous n'allez peut-être pas forcément changer sa nature. Mais si vous le mettez, ce que j'appelle dans des pauses thérapeutiques émotionnelles régulièrement, vous allez influencer positivement sa biologie et vous allez avoir des transformations qui vont s'opérer biologiquement, j'entends, dans ces tissus, puisque évidemment, et c'est là où je rejoins madame dans son intervention, il y a un continuum entre l'esprit et la matière. Nous avons séparé ça, nous, avec comment on appelle ça, la révolution des Lumières. On a beaucoup allumé les lumières, mais on a beaucoup éteint en même temps, comme je ne sais pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a séparé arbitrairement le corps de l'esprit. L'esprit, on a dit, c'était pour les métaphysiciens, les philosophes et les religieux. Et puis on a dit le corps, ça sera pour les ingénieurs, les biochimistes et les médecins. Mais cette séparation est purement arbitraire, elle est occidentale, c'est un mode de pensée occidental. Les Indo-Asiatiques n'ont jamais fait cela. Ils ont utilisé le meilleur de notre médecine occidentale tout en gardant ce continuum corps-esprit. Et si on garde à l'esprit ce continuum corps-esprit, d'ailleurs, je crois que même c'est Einstein qui avait dit, il n'y a pas de séparation. Enfin, je veux dire, c'est que de la matière, la matière c'est que de l'esprit qui est cristallisé. Moi j'aime bien cet aspect poétique qui est mis en avant d'ailleurs. Donc, si on comprend cela, et si on comprend que finalement, il y a un domaine qui s'appelle la psycho-énergie qui est en plein développement en ce moment, c'est pour ça que je vais vous parler de l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique. J'ai eu beaucoup de mal d'abord à rentrer dans cette technique, mais pourquoi on parle de psycho-énergie? Parce que quelque part, il faudra qu'on y aille, nous, les occidentaux. Les émotions, c'est de l'énergie avec de l'information. Voilà. Et quand on a compris ça,
on va avancer, on ira beaucoup plus loin que ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire de soigner des états d'esprit avec des molécules de synthèse. C'est très bien, c'est une part qui est très intéressante. Mais au-delà de ça, il y a une prise en considération avec des avances à faire, nous les Occidentaux, pour qu'on comprenne que ce qu'avaient mis en avant depuis des milliers d'années les personnes par simple intuition est probablement vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est probablement vrai. En tout cas, il y a une convergence de la physique quantique dans ce sens, que les émotions, et peut-être même les croyances, sont des énergies à réinformer quand elles sont déséquilibrées et que la vibration n'est pas à la hauteur. Et donc, l'emotional freedom technique, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes. C'est presque tellement simpliste qu'on n'y croit pas. Vous allez tapoter quelques points d'acupuncture du front, quelques points d'acupuncture de votre torse, quelques points d'acupuncture de votre main. Alors comment on a trouvé ces points? C'était des acupuncteurs confirmés, chevronnés, qui ont cherché, et qui étaient psychologues en même temps. Et ils ont fait le lien entre la psychologie et l'énergie. Et ils ont réussi à travailler là-dessus. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné plus de 100 publications qui ont été référencées dans des revues à comité de lecture. Il y a maintenant 3 universités en France qui ont adopté l'enseignement de l'EFT, Paris, Lyon, Metz. Donc, les Occidentaux s'ouvrent, c'est bien. Et ça veut dire quoi? Qu'on arrive maintenant à traiter en quelques minutes, pas tout le monde, mais des troubles anxieux très importants. Ça va même jusqu'à prendre en considération le stress, le syndrome du stress post-traumatique qui est assez compliqué à traiter. Donc vous voyez que par des techniques qu'on appelle psycho-énergétiques relativement simples, que vous apprenez éventuellement avec un coach, mais vous pouvez vous accaparer à la maison après. Alors ceux qui adorent ça, c'est les enfants, ils n'ont pas de filtre, ils y vont. Et c'est incroyable parce que dans les écoles, c'est un peu comme la méditation, dans les écoles où on adopte la méditation et l'EFT, on a des résultats sur l'attention, sur le calme à l'école, sur l'interaction scolaire, sur une baisse de la violence. C'est presque magique, c'est presque trop beau ce que je vous raconte, mais c'est une réalité. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces techniques, je dirais ça, des méthodes, qu'on appelle des méthodes psycho-énergétiques, si vous voulez, et qui maintenant font l'objet de publications très intéressantes et qui sont validées. Alors, peut-on rapprocher l'EFT de la sophrologie, de l'hypnose ericksonienne, de la kinésiologie, de l'EMDR? On ne va pas peut-être toutes les aborder, mais quel lien on peut faire et peut-être laquelle privilégier en fonction des symptômes en présence? Alors, clairement, toutes ces techniques sont basées sur le même substrat dont je viens de parler. Pas toutes ne bénéficient d'études. Vous savez, les Occidentaux, ils ont besoin de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que autant on n'a pas encore la connaissance parfaite de ce qui se passe exactement, et sans doute avec la physique quantique, autant du point de vue clinique, on a des résultats époustouflants. Donc, effectivement, aussi bien l'hypnose ericksonienne, aussi bien la sophrologie, aussi bien même la kinésiologie, et même l'acupuncture, parce que finalement, quand vous allez voir un acupuncteur, il vous explique qu'il soigne le corps, mais il soigne aussi les émotions. Ça, il le dit clairement. Alors nous, on a des difficultés à le concevoir en tant que médecin et en tant que scientifique, mais ils ont des résultats. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi aller dans ce sens-là. Donc, il faut effectivement les considérer sur la même base de ce concept. Alors, à titre personnel, quelles sont tes routines énergisantes? Alors, dans mes routines personnelles, donc je vais vous donner quelques trucs que je donne d'ailleurs à mes patients. J'essaye de m'endormir le soir avec une belle pensée. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est bien passé dans la semaine. Ça peut être aussi un projet constructif auquel je crois. En tout cas, j'essaye de m'endormir avec cela. Vous savez que parmi toutes les techniques que tu as évoquées, en fait, c'est basé souvent sur un état qui s'appelle l'état alpha. Alors, vous savez que quand on mesure l'activité électroencéphalographique du cerveau, il y a des ondes cérébrales et des rythmes différents. Et donc là, tout ce temps que vous êtes, enfin je l'espère, vous êtes en mode bêta. J'ai pas dit gros bêta, hein. J'ai dit bêta. Voilà. Et quand vous êtes entre la veille et le sommeil,
eh bien, vous êtes plutôt en mode alpha, c'est-à-dire l'artiste au fond de la classe, près du petit poil, le rêveur, et puis la sophrologie nous met en mode alpha. Le fait simplement de mettre la main sur le ventre et de faire quelques inspirations profondes d'expiration, c'est de la cohérence cardiaque, vous allez vous mettre en mode alpha, etc. etc. Et les études ont montré que quand on se mettait en mode alpha, on se déconnectait. Alors je ne vais pas dire du cerveau gauche parce que la latéralisation finalement n'est pas aussi franche que cela. En tout cas, on se déconnecte de la raison résonante, du flux des ruminations permanentes qui nous assaillent de façon régulière. Et à ce moment-là, ça permet à l'intelligence de corps de reprendre le dessus pour que la biologie s'aligne. Donc ça, c'est au-delà de tout doute. On a quelque chose qui se passe avec toutes ces techniques. Parce que depuis que vous êtes une cellule, au début, il s'en est passé des choses. Il y a eu beaucoup de régénération cellulaire. D'ailleurs, un corps, on pense qu'il se régénère en 2 à 4 ans. Donc déjà, au point de vue métaphysique, ça pose une question. Comment je puis être moi dans un véhicule différent? Vous avez 4 heures, sortez une feuille. Bon, mais tout ça pour vous dire que quand on agit dans ces états-là, on a de meilleurs résultats que quand on reste en mode bêta. C'est d'ailleurs pour cela que l'hypnose ericksonienne marche, etc. Et qu'on va aller, je pense, de plus en plus vers cela, puisque ça va être non pas une médecine, les médicaments et la chirurgie à la place de ça, ça va être une synergie, une complémentarité, où 1 plus 1 ne sera pas égal à 2, mais plutôt à 3 ou 4, si on le fait intelligemment. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de départements de médecine intégrative qui poussent un petit peu comme des champignons dans le monde, où on va de plus en plus amener des techniques qui ne sont pas des techniques non médicamenteuses et non invasives, et où le patient s'y retrouvera dans sa filière de soins dans le meilleur des mondes. Enfin, ça, c'est un peu idéaliste, mais il faut bien être de temps en temps. Alors maintenant, en cas de plus grande fatigue ou en cas de panne d'énergie, j'imagine que ça ne t'arrive jamais, mais quelles seraient tes ressources? Quelles sont tes ressources? Mais du coup, j'ai pas dit ce que je faisais. Bon. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Un grand bavard. Donc le matin, je me réveille avec le sourire et j'essaie de tenir 3 minutes en souriant. On a l'air un peu ridicule. Mais faites-le, vous allez voir, c'est compliqué 3 minutes parce qu'au bout de 3 minutes, vous allez sécréter de l'ocytocine, de la dopamine. Enfin, je crois que ça a été d'ailleurs un des sujets de conférence. Et c'est quelque chose qui est incroyable parce que quand vous souriez de l'extérieur, vous allez leurrer votre cerveau qui, lui, de toute façon, va sécréter tout ce qu'il faut. Il y a la pharmacie à l'intérieur, dopamine, ocytocine, sérotonine. Donc les neuromédiateurs de la bonne humeur, de l'empathie, et du bien-être et de la joie. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, je ne le fais pas tout le temps, je l'avoue, j'essaye de le faire le plus souvent possible. Ensuite, j'essaye de faire du fasting intermittent, du jeûne intermittent, c'est-à-dire que sur 16 à 24 heures, je ne mets aucun aliment solide, mais plutôt le matin. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me booste au niveau énergie, et ça donne une clarté mentale également. Dans le reste de la journée, je fais très attention maintenant. Donc alors, pour préciser le fasting, c'est-à-dire que tu termines, tu prends ton dîner à quelle heure? Normalement, on jeûne la nuit, par principe. Tu dînes à quelle heure? Donc je dîne vers 21h. Normalement, je ne mange pas la nuit. Le matin, je ne prends que des liquides, donc de l'eau, café, thé sans sucre, par exemple, mais pas de jus végétaux. Il ne faut pas qu'il y ait de glucides à l'intérieur. Et je commence mon premier repas à partir de midi 13h. Donc ça fait à peu près 14-16 heures sur 24 heures. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous mettez au repos votre tuyau. Votre tuyau, vous mettez au repos votre foie. Donc c'est de l'énergie qui est vraiment économisée. Et au-delà de ça, vous permettez le turnover, parce qu'un tuyau, les intestins, pardon, ça met environ 3 à 5 jours à se renouveler. C'est un turnover extrêmement rapide. Donc vous laissez le temps de se retaper. Vous faites une détoxication en quelque sorte naturelle. Et j'essaye de m'hydrater le plus dans la journée. Moi j'étais un chameau, maintenant je bois régulièrement de l'eau. Parce que si vous buvez de l'infusion ou du thé, ce sont des diurétiques, toutes les plantes sont diurétiques. Et donc le volume d'eau que vous pensez avoir dans le corps, il va passer dans les voies excrétrices urinaires. Donc vous êtes en déshydratation, qui ne dit pas son nom sans le savoir. Il faut boire vraiment de l'eau. Et quand vous buvez de l'eau, il faut savoir que si vous perdez juste 2% de votre eau totale, vous perdez 20 à 30% de vos capacités mentales et musculaires. C'est pas rien.
Donc là, au niveau énergétique, on s'y retrouve aussi. Voilà, je vais finir sur mes petits trucs. Alors sinon, si on va un peu plus loin, si la fatigue est plus intense, si elle persiste, alors là j'insiste pas lourdement, mais comme je suis médecin, il faut quand même faire un bilan si la fatigue dure, pour savoir si c'est une origine métabolique ou une cause qui peut être organique. Hein, donc on va éliminer éventuellement, à partir de 50 ans, chez les dames, il y a plus de 60% des femmes qui présentent une hypothyroïdie, qui peut être le siège d'une baisse d'énergie, hein, tout simplement. Donc ça, il faut le rechercher. Une fois qu'on a éliminé tout ça, j'ai tendance à proposer à mes patients d'aller dans la nature et de faire ce qu'on appelle des thérapies forestières comme à la japonaise. Alors en Corée, il faut savoir que c'est prescrit, les nains de forêt sont prescrits, mais vraiment prescrits, remboursés par la sécurité sociale, pour que les gens aillent mieux. Et indubitablement, ils vont beaucoup mieux quand ils reviennent de ce stade où évidemment ils se sont débarrassés de tout l'arsenal des écrans, hein, parce que c'est vraiment un facteur de stress permanent. Ensuite, je propose, comme c'est ma spécialité, je propose de la micronutrition, donc de la complémentation alimentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis je peux aller jusqu'à la phytothérapie. On a des plantes qu'on appelle des plantes dites adaptogènes. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, adaptogènes. C'est des Russes qui ont découvert dans les années 70 les plantes adaptogènes. Enfin, ils ont inventé le concept, physiologistes russes. Une plante adaptogène, c'est une plante, quand vous la prenez, elle va vous augmenter la résistance à tout type de stress. Que ce stress soit d'origine physique, psychique, chimique, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, c'était l'époque de la guerre froide et les Russes, c'était pour augmenter la capacité de leurs soldats au front. Bon, ils ont multiplié les expériences, etc. Et les premières plantes qu'ils ont étudiées, c'était le ginseng de Sibérie, qu'on appelle l'éleutérocoque. Ils ont étudié derrière l'ashwagandha, le Vipania somnifera, c'est une plante ayurvédique indienne. Ils ont étudié aussi la rhodiole, Rhodiola rosea, qui est la plante des Vikings qui leur donnait force et courage. Rien que cela. Eh bien, là aussi, au-delà de tout doute, ces plantes, quand on respecte les contre-indications, on en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup, quand vous les donnez chez des personnes qui sont en état de stress chronique, elles vont s'améliorer de façon considérable. Et le principe d'une plante dite adaptogène, c'est qu'elle n'agit pas comme les médicaments que nous on propose. Parce que les médicaments que nous on propose, c'est une seule molécule, donc c'est une thérapie monomoléculaire qui va agir que sur une cible. Alors que dans les plantes, c'est plurimoléculaire, il y a beaucoup de substances végétales, ce qu'on appelle le totum. Alors évidemment, il y a des principes actifs qui sont plus actifs que d'autres dans le panel des principes actifs végétaux qui sont proposés, mais on va avoir une action pharmacologique multi-étagée. Et ça a été publié, et on a des travaux remarquables qui montrent que la rhodiole marche très très bien dans le stress, le syndrome du stress post-traumatique, dans les troubles anxieux et même la déprime. Et ça marche même, ça c'est un truc que je vous donne, pour booster sa mémoire et ses capacités de cognition quand on a des examens ou des choses comme ça, des échéances. Et donc c'est proposé très souvent dans les pays nordiques, parce que c'est utilisé aussi là-bas, à la veille d'examen, pour justement leur booster leur énergie et leur capacité de mémorisation. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses dans les solutions naturelles qui existent. Il y a quelques contre-indications, mais voilà, il faut les respecter. Et on a quand même ce pied. Dernière toute petite question, combien d'heures de sommeil? Ah, alors ça c'est extrêmement relatif en fonction de chaque personne, mais je dirais que une moyenne de 7-8 heures me paraît raisonnable. Alors il y a des personnes qui sont des petits dormeurs, il y a aussi les gros dormeurs. Mais plus on prend de l'âge, et moins on a besoin de dormir. Donc ça c'est peut-être le seul avantage de vieillir un petit peu. Mais au-delà de cela, le sommeil réparateur, c'est pas je dors 4 heures dans la semaine et je fais la grasse matinée pendant 2 jours. Ça ne marche pas comme ça. C'est la régularité qui va faire qu'on va retrouver un cycle du sommeil. Il faut respecter aussi les cycles veille-sommeil, respecter l'intensité des lumières le soir, puisque tout ce qu'on a comme écran rétro-éclairé avec une forte luminosité vient impacter la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est la régulatrice, qui est un synchronisateur de notre système veille-sommeil. Et nos chers têtes blondes, évidemment, mais même nous, quand on est dans le lit et qu'on regarde son mobile,
ou comment on appelle ça, ses tablettes maintenant, on est influencé au niveau du cerveau via la rétine, et ça vient perturber notablement notre sommeil jusqu'à lui faire perdre ses propriétés au niveau des qualités. Merci Franck, merci. Mais merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions pour Franck? Vous avez pu évoquer la question de l'exercice physique et du sport et de l'effet sur le stress. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, c'est vrai. Un grand manquement. Alors évidemment, ce sont des conseils que j'associe systématiquement. Je ne vais pas parler de sport, je vais parler d'exercice physique régulier. Donc tout à l'heure, on a parlé de la marche. La marche est peut-être l'exercice physique régulier le plus accessible à tout le monde, le moins cher, et qui a une répercussion extrêmement positive sur tous les aspects de notre organisme, que ce soit au niveau cardiovasculaire, que ce soit au niveau de la densité osseuse, au niveau ligamentaire, mais bien sûr, vous avez raison, ça diminue conséquemment notre situation de stress chronique, surtout si on va dans un espace plutôt végétalisé. Parce que dans un espace végétalisé, en plus, on va faire de l'observation, on va faire de la relaxation, et puis il y a ce qu'on appelle les ions positifs que l'on va capter et qui vont participer à cette diminution de stress global. Vous m'avez posé l'exercice physique, et la deuxième, c'était des propositions. Ah, le sport. Alors le sport véhicule deux notions qui sont importantes, qui sont la performance et la compétition. Alors moi, je dirais que le sport, c'est très très bien, mais ça peut stresser les personnes d'être dans la recherche de la performance. Et moi, je dis à certaines personnes passées 45-50 ans, attention, levez le pied, parce que là, vous êtes dans l'ego, et il faut mettre l'ego au placard. Donc quand on fait un exercice physique, il ne faut pas qu'on soit dans la performance, parce que quelque part, on retombe dans cette notion de stress chronique qu'on essaye d'éviter au maximum. Bonjour, Bonjour. Je suis depuis des années tout ce qui est médecine alternative, je pratique beaucoup de choses. Vous avez semblé très optimiste par rapport à ce qui se fait en France. Donc, notamment tout ce qui s'est passé sur l'immunopathies, enfin il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, quel est très sincèrement votre avis sur... Voilà, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir en France et on va pouvoir... Voilà, parce qu'il y a un lobbying quand même qui fait des choses quand même assez atroces. Non, moi, merci de votre question. Je suis par nature très optimiste sur le sujet, parce que quand le public s'accapare ces sujets-là, il fait une pression à la fois sur les pouvoirs publics et sur d'autres systèmes qui permettent que ça sorte. Alors oui, c'est vrai que l'homéopathie a subi un large revers, mais voilà, c'est des petits groupes de médecins qui sont crispés sur une façon de soigner. Je pense que, encore une fois, rien ne s'oppose. Tout est synergique, tout doit aller ensemble. C'est pour ça que je n'aime pas le terme médecine alternative. Moi, je suis pour le terme médecine complémentaire, médecine intégrative, parce que tout ce qui est le meilleur pour le patient, il faut l'amener. Voilà. Je vais vous donner des exemples simples qui viennent de pays anglo-saxons, et même en France, je vous donne des exemples simples. Il n'y a quasiment plus un chirurgien aux États-Unis qui n'opère plus sur son énergéticien pas loin de la salle. On a aussi des chefs de service de réanimation en France qui prennent sur eux de faire venir un magnétiseur, par exemple, dans la salle à côté, et à la fin de la consultation, quand ils ont essayé tous les empalgiques de la Terre et que rien n'a marché, classe 1, classe 2, classe 3, etc., ils proposent à leurs patients, sur une base volontaire, d'aller les voir, et ils disent « Je ne sais pas comment ça marche, je me fous de savoir comment ça marche. Ce que je sais, c'est que ça leur fait du bien, et que sur une échelle de 0 à 10, quand ils ont 8, et qu'ils ressortent avec 2, moi je suis content. » Donc il y a une ouverture d'esprit qui se fait dans ce sens. On a même des chefs de service de réanimation qui reçoivent les grands brûlés, il y a même quarantaine en France. Voilà, ce sont des initiatives privées, on est bien d'accord, qui décident de dire à leur interne de garde, tu vas recevoir un grand brûlé cette nuit, tu as 3 numéros à appeler, bon, c'est un ordre de feu, l'interne dit mais qu'est-ce qui va se passer? Il se déplace? Non, il ne se déplace pas, tu lui donnes sa date de naissance, son nom et son prénom, je peux te garantir
que dans la demi-heure qui se passe, pareil, sur une échelle de 0 à 10, le grand brûlé, vous savez que ça fait très mal les brûlures. Entre 9 et 10. Eh bien, il y a l'échelle d'évaluation chute entre 0 et 3. Il dit voilà, et puis meilleure cicatrisation, moins hospitalisation, etc. Je ne sais pas comment ça marche. Mais moi, je veux le meilleur. Alors là, on est dans l'intrication quantique, très vraisemblablement, au niveau des champs. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que c'est pas que c'est polémique, c'est que c'est difficilement audible pour certaines personnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on avance aussi là-dessus et qu'on arrête de s'opposer et plutôt être dans la complémentarité. Mais moi, j'y crois beaucoup parce que ça avance. Et de toute façon, plus on a un médecin qui vieillit, plus on est ouvert, vraiment. Normalement. Parce que par exemple, la variabilité cardiaque, c'est une solution Ah oui, alors, la variabilité cardiaque appartient à un domaine qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est typiquement une méthode assez rapide, qui est d'ailleurs issue des yogis et des grands prêtres indo-asiatiques, qui, par la respiration, influence le rythme du cœur. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on passe de mode bêta à mode alpha, et là, il y a des autorégulations biologiques qui s'opèrent. Alors à faible niveau, à grand niveau, ça dépend des personnes. Plus vous le répétez, plus vous allez être mieux. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc l'essayer, c'est l'adopter. Donc on va aller de plus en plus aussi vers ces techniques qui sont très intéressantes et qui sont étudiées depuis les années 90 par un institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut Dartmouth et qui a, vous savez, quand on met un électrocardiogramme, on mesure le champ électromagnétique du cœur. Donc on met des patchs comme ça sur le torse. On pourrait mettre des patchs ultrasensibles à 2-3 mètres, on capterait aussi le champ du cœur. Donc le champ du cœur, il irradie à peu près à 2-3 mètres. Et ce qu'on a observé, c'est publié, hein, c'est que des grands méditants, eux, ils irradient à une dizaine de mètres, voire 15 mètres. Donc plus la pensée est élevée, et plus le cœur a un champ électromagnétique qui s'en va. Donc on peut même imaginer que quand il y a une intrication de champ électromagnétique du cœur, il faut savoir que le cœur, il a un champ électromagnétique 5000 fois plus élevé que celui du cerveau. Et entre parenthèses, le cœur apparaît très en premier dans la biologie. Eh bien, il y a une intrication de ces champs, et c'est peut-être ce qu'on peut appeler cette histoire d'atome crochu que l'on comprend, c'est-à-dire qu'il y a des interactions qui se passent à l'insu de notre plein gré, comme vous l'avez quelqu'un, et qui sont perceptibles de façon consciente ou inconsciente, ça dépend du niveau de sensibilité que l'on a. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces choses-là. Il faut savoir que toutes ces études, elles sont réalisées par des scientifiques et des médecins, dont des prix Nobel. J'avais une petite question, effectivement, entre la micronutrition et la naturopathie. Quel lien, en fait? Est-ce que vous en inspirez ou pas du tout? Est-ce que c'est la même chose La naturopathie, c'est une science qui étudie l'écosystème autour de l'homme naturel, qui lui permet d'optimiser son écosystème intérieur. Donc, la naturopathie part du principe qu'on est un écosystème vivant dans un autre écosystème et qu'il faut respecter. Donc, ils sont assez experts en aromathérapie, en phytothérapie, en lavage, en beaucoup de choses. Ils ne sont pas forcément médecins. Un micronutritionniste est médecin. C'est un diplôme interuniversitaire qui s'appelle, mais la micronutrition s'occupe de ce qu'on appelle les micronutriments. Les micronutriments, si vous les connaissez déjà, c'est les oligo-éléments, les minéraux, les substances végétales. Ça va même jusqu'à l'étude de ce qu'on appelle les probiotiques, c'est-à-dire les petites bêtes qui colonisent nos muqueuses de la bouche à l'anus et qui ont une part très importante, parce qu'on les a vilipendés pendant des dizaines d'années, on les mettait de côté. On s'aperçoit que par exemple le microbiote intestinal, pendant les 2 premières années de naissance, éduque l'immunité de l'enfant. Donc en fait, on n'est pas un organisme avec des petites bêtes, nous sommes un super organisme, il faut le considérer comme tel, et on va aller de plus en plus aussi vers, ça maintenant c'est des gastroentérologues qui s'accaparent le sujet, heureusement, et même les rhumatologues, parce qu'il y a des interactions manifestes entre le système dit du microbiote, la cardiologie, la neurologie, la rhumatologie, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est aussi une autre manière de voir la santé, qui est qu'on ne peut pas saucissonner le corps, que ce que vous faites en haut va arriver en bas,
et qu'il faut prendre le corps dans sa globalité. Donc c'est bien d'avoir des super spécialistes, parce qu'ils vont à fond dans un domaine et ils sont très érudits. Et en même temps, il faut avoir ce qu'appellent les anglo-saxons the big picture, c'est-à-dire cette notion de recul global pour à chaque fois prendre l'individu dans sa globalité dans un écosystème. Une dernière question un peu marginale. En Californie, en ce moment, il y a une pratique des microdoses de LSD, de l'ayahuasca, de la méditation, tout ça ensemble. Votre vision synthétique? Alors, là, on a de la chance parce qu'en France, on a un psychiatre lyonnais qui s'appelle Olivier Chambon, qui a écrit des livres magnifiques là-dessus. Il vient d'en sortir la semaine dernière. Ça s'appelle Médecine psychédélique. En deux mots, ces substances qui ont été interdites dans les années yéyé, parce qu'il y a eu des pratiques intempestives avec des gens qui se sont défenestrés et qui ont fait tout et n'importe quoi. On s'est aperçu que ces substances végétales, bien utilisées, d'abord n'étaient pas addictives, sous contrôle médical, permettaient de traiter très rapidement d'authentiques dépressions sévères, voire des psychoses. Ce qu'on n'arrive pas à faire encore avec des médicaments, des molécules de synthèse. Et donc, il faut lire les ouvrages d'Olivier Chambon, qui sont magnifiques, et qui va, lui, c'est un hospitalo-universitaire qui a écrit des ouvrages de référence en psychiatrie et qui a fait des expériences. Il est allé jusqu'à prendre de l'ayahuasca, etc. Enfin, il est allé très très loin. Il a éprouvé, voilà, il a même écrit des excellents livres sur la conscience. La conscience immortelle, je vous le conseille, d'Olivier Chambon, c'est fantastique. Et c'est lui qui a vraiment, en France, réabordé ce sujet de la médecine psychédélique. Et je pense que c'est une médecine d'avenir qui va peut-être être accaparée par l'industrie pharmaceutique, on le verra plus tard. Mais en tout cas, c'est une voie d'avenir pour le traitement de pathologies psychopsychiatriques sans aucun doute. Merci Franck. Merci à vous.